Lorsque j'ai tenté de protéger ma fille de 5 ans de mon père, ma sœur et ma mère m'ont violemment écartée tandis que mon père criait « Ta petite morveuse a besoin d'apprendre les bonnes manières ». Puis il a commencé à la frapper avec une ceinture jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Ma sœur a applaudi. « Excellent travail, papa. Maintenant, elle ne désobéira plus à mes enfants. » Mes parents se sont empressés de la féliciter, murmurant « Nous ne ferions jamais de mal à nos anges. » Ma mère s'est tournée vers moi, froide comme la glace. « Prends-la et pars. Tu as ruiné notre relation avec la famille de ta sœur. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. » J'ai pris ma fille inerte dans mes bras. Je suis partie en silence, et ce que j'ai fait ensuite les a tous anéantis. Ma fille Léa a 7 ans maintenant. Elle est en bonne santé, épanouie, et ne se souvient pas beaucoup de ce jour il y a 2 ans. Le médecin a dit que son jeune âge avait joué en sa faveur pour la suppression des souvenirs. Je suis reconnaissante pour cette miséricorde, même si je n'oublierai jamais une seule seconde. Permettez-moi de vous ramener au début de cette histoire, car le contexte est important. Ma famille a toujours eu un système d'enfants préféré. Ma sœur aînée, Sophie, était le joyau de la couronne. Elle a épousé un avocat d'affaires nommé Marc Dubois, a eu 3 enfants et vivait dans une maison impeccable en banlieue avec une piscine. Pendant ce temps, je suis devenue mère célibataire à 23 ans, après que mon ex-petite amie a disparu au moment où je lui ai annoncé ma grossesse. J'ai travaillé 2 emplois pour garder notre petit appartement. J'ai terminé mon diplôme d'infirmière grâce à des cours du soir et j'ai élevé les A-déterminations. Et des plats au micro-ondes. Mes parents ont clairement exprimé leur préférence par 1000 petites blessures. Les enfants de Sophie recevaient des livrets d'épargne pour leurs anniversaires, tandis que Léa recevait des cartes cadeaux de 10. Les photos de Noël mettaient en vedette la famille de Sophie, tandis que Léa et moi étions placés au bord du cadre. Ma mère soupirait chaque fois que je mentionnais des difficultés de garde d'enfants, mais elle laissait tout tomber pour garder les enfants de Sophie. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Léa m'avait et je l'avais. Nous nous suffisions à nous-mêmes. Mais les enfants remarquent les choses. Léa a commencé à demander pourquoi grand-mère serrait toujours ses cousins plus longtemps. Pourquoi grand-père jouait avec Théo, Chloé et Lucas, mais lui parlait à peine. Je trouvais des excuses, parce que je voulais qu'elle ait une famille au-delà de moi. Ce dimanche d'été a commencé comme n'importe quelle autre réunion de famille obligatoire. Mon père faisait des grillades dans le jardin. Ma mère s'affairait autour de la célèbre salade de pommes de terre de Sophie, et Marc pontifiait sur les taux d'intérêt à quiconque voulait l'écouter. Les enfants couraient sous l'arroseur, criant avec une joie que seuls les enfants peuvent atteindre. Léa était si sage. Elle avait toujours fait des efforts supplémentaires lors de ces rassemblements, comme si elle pouvait gagner leur amour par un comportement parfait. Elle partageait ses jouets sans se plaindre. Quand Théo lui a arraché sa licorne en plastique préférée, elle a dit « s'il te plaît et merci ». Elle a même complimenté la robe de ma mère, ce qui lui a valu une tape distraite sur la tête. Puis c'est arrivé. Chloé, qui a 8 ans et avait hérité de la méchanceté de Sophie, a décidé qu'elle voulait le cupcake de Léa et non le sien qui était resté intact dans son assiette. Le cupcake de Léa spécifiquement. Léa l'avait gardé, mangeant son sandwich en premier comme je lui avais appris. Quand Chloé a tendu la main pour l'attraper, Léa a tiré son assiette en arrière. « C'est à moi », a dit Léa doucement. « Tu as le tien ». Le visage de Chloé est devenu rouge. Elle a quand même attrapé l'assiette. Léa a tenu bon. L'assiette s'est renversée et le glaçage au chocolat a éclaboussé la robe d'été blanche de Chloé. Les cris ont fait accourir tout le monde. Sophie est apparue en premier, ramassant Chloé comme si elle avait été attaquée par des loups. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle s'est retournée contre Léa avec une telle rage que je me suis immédiatement interposée. « C'était un accident », a-je dit fermement. Chloé a essayé de prendre le cupcake de Léa. « Et maintenant, tu traites ma fille de menteuse. » La voix de Sophie pouvait couper le verre. Chloé a dit « Ta gosse lui a jeté de la nourriture. » Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai gardé ma voix calme. J'ai tout vu. Ma mère est apparue, prenant déjà le parti de Sophie avant d'entendre toute l'histoire. « Pour l'amour du ciel, Isabelle, tu ne peux pas contrôler ton enfant ? Regarde la robe de Chloé. Elle est fichue. C'est du glaçage. Ça se lavera. » Je me suis tournée vers Léa, qui était figée de peur. « Chérie, va à l'intérieur et lave-toi les mains. » Elle ne va nulle part tant qu'elle ne s'est pas excusée. La voix de mon père a retenti dans le jardin. Il était apparu avec sa bière et son froncement de sourcils permanent, celui qu'il réservait spécialement à Léa et moi. « Papa, elle n'a pas besoin de s'excuser pour avoir défendu sa propre nourriture. Ne me réponds pas. » Il a pointé un doigt épais dans ma direction. « Tu l'as élevée sans discipline, sans respect. Elle va s'excuser tout de suite ou je vais lui apprendre les bonnes manières. » Un frisson froid m'a parcouru l'échine. « Tu ne vas rien lui apprendre du tout. Nous partons. » J'ai tendu la main vers celle de Léa, mais Sophie m'a attrapé le poignet. « Tu fais toujours ça. Tu ne peux pas simplement partir chaque fois que ta gamine fait des siennes. Elle a besoin d'apprendre les conséquences. Lâche-moi. » J'ai retiré mon bras. Mon père s'est déplacé plus vite que je ne l'attendais pour un homme de sa taille. Il a attrapé l'épaule de Léa avant que je ne puisse réagir. Elle a hurlé de douleur alors que ses doigts s'enfonçaient. « Papa, arrête !» J'ai essayé de tirer Léa, mais ma mère m'a attrapé l'autre bras. « Laisse-le gérer ça » a-t-elle sifflé. « Tu n'en es clairement pas capable. » Gérer quoi ? Elle a 5 ans. Je criais maintenant, luttant contre l'emprise de ma mère. Sophie s'était placée derrière moi, me retenant les bras. Mon père a traîné Léa vers la maison. Elle pleurait, m'appelait et je me battais de toutes mes forces. Mais ma mère et ma sœur étaient plus fortes ensemble. Marc Dubois est resté là à regarder, son téléphone à la main, probablement en train d'enregistrer pour leur protection juridique plus tard. « Ta petite morveuse a besoin d'apprendre les bonnes manières », annonçait mon père à voix haute. Il a tâtonné avec sa boucle de ceinture, faisant glisser le cuir de sa taille. La terreur pure a inondé mon système. « Non, papa, s'il te plaît, arrête.
Il a levé la ceinture. Le premier coup a frappé le dos de Léa. Elle a hurlé. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Quelque chose de fondamental et d'irréparable. Le deuxième coup a atteint ses jambes. Elle a essayé de se recroquiller en boule, toujours en pleurant et en m'appelant. Arrête, arrête. Je donnais des coups de pied, mordais n'importe quoi pour me libérer. Ma mère m'a giflé. Tais-toi, tu aggraves la situation. Le troisième coup, le quatrième, les cris de Léa devenaient plus faibles. Le cinquième coup l'a frappée aux épaules. Elle s'est effondrée. Le sixième coup est tombé sur sa petite silhouette et elle est devenue silencieuse. Complètement silencieuse. Excellent travail, papa. La voix de Sophie exprimait une admiration réelle. Elle a relâché mes bras, comme si c'était un mardi après-midi normal. Maintenant, elle ne désobéira plus à mes enfants. Mes parents se sont rassemblés autour de Sophie, comme si elle avait dit quelque chose de profond. Mon père bouclait à nouveau sa ceinture, respirant difficilement. Ma mère lissait déjà les cheveux de Sophie, murmurant qu'il ne ferait jamais de mal à ses anges, qu'il savait comment élever des enfants correctement. Je me tenais là, libre maintenant, mon corps entier tremblant. Léa ne bougeait plus. Elle gisait sur l'herbe comme une poupée cassée. Sa petite robe était déchirée, des marques rouges fleurissant sur sa peau. Ma mère s'est tournée vers moi avec des yeux comme l'hiver. Prends-la et pars. Tu as ruiné notre relation avec la famille de ta sœur. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. J'ai avancé sur des jambes qui ne semblaient pas connectées à mon corps. Je me suis agenouillée à côté de Léa et l'ai prise dans mes bras. Elle respirait peu profondément, mais elle respirait. Ses yeux étaient clos. Il y avait une coupure sur son front, là où elle avait touché le sol. Je me suis levée, berçant ma fille et les ai regardés chacun à leur tour. Mon père, toujours souriant d'un air suffisant. Sophie déjà en train de faire défiler son téléphone. Ma mère impassible et résolue, Marc Dubois rangeant son téléphone. Chloé, Théo et Lucas regardant depuis le porche comme si c'était un spectacle. Je n'ai pas dit un mot. J'ai porté Léa jusqu'à ma voiture, les attaché soigneusement dans son siège auto et j'ai conduit directement à l'hôpital Sainte-Marie. Le médecin des urgences a jeté un coup d'œil à Léa et a appelé une équipe de traumatologie complète. En quelques minutes, nous étions entourés d'infirmières, de spécialistes pédiatriques et d'une assistante sociale. Ils ont coupé sa robe. Ils ont photographié chaque marque, chaque ecchymose, chaque zébrure de cette ceinture. Quelqu'un a compté 14 sites d'impact distincts. L'infirmière qui a photographié les blessures de Léa avait des larmes coulant sur son visage. Elle n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi, comme si documenter l'épreuve la rendait complice. J'ai serré son épaule et lui ai dit qu'elle nous aidait. Chaque photo qu'elle prenait était un autre clou dans le cercueil de mon père. La docteure Sophie Leroy, le médecin traitant, m'a entraînée dans le couloir pendant que l'équipe poursuivait son examen. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé. Peut-être 35 ans, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. Votre fille a un traumatisme important, a-t-elle dit sans embâge. Au-delà des contusions et lacérations visibles, je suis préoccupée par des blessures internes. Le coup à la tête, lors de sa chute, a causé une commotion cérébrale. Nous devons faire un scanner pour exclure un saignement ou un gonflement dans son cerveau. Nous vérifions également les dommages rénaux et les saignements internes dus au coup porté à son torse. Mes genoux ont flanché. La docteure Leroy m'a attrapé le coude et m'a guidée vers une chaise. Vous devez rester forte pour elle, a-t-elle dit fermement. Léa a besoin de voir que vous êtes là, que vous vous battez pour elle. Pouvez-vous faire cela? J'ai hoché la tête, forçant l'air dans mes poumons. Oui, tout ce dont elle aura besoin. Bien. Maintenant, j'ai besoin d'une honnêteté absolue de votre part. Est-ce que cela s'est déjà produit? Des blessures antérieures? D'autres incidents de discipline physique de la part de membres de la famille? Mon père a toujours été un peu brusque et admis les mots ayant un goût de cendre. Il attrapait parfois le bras de Léa fort ou lui parlait d'une manière qui semblait excessive, mais il ne l'avait jamais frappée avant. Je jure que si j'avais pensé qu'il était capable de ça, je ne l'aurais jamais amené là. La docteure Leroy a pris des notes sur sa tablette. L'assistante sociale aura besoin de ces informations. Je suis mandatée pour signaler les cas de suspicion de maltraitance infantile et cela va au-delà de la suspicion. C'est documenté, photographié et témoigné. Les autorités seront impliquées que vous le vouliez ou non. Je veux qu'elles soient impliquées, ai-je dit farouchement. Je veux que tout le monde soit impliqué. Je veux qu'il soit arrêté et poursuivi, et je veux que le monde sache ce qu'il a fait à mon bébé. Quelque chose a changé dans l'expression de la docteure Leroy. Du respect peut-être, ou la reconnaissance de la fureur d'une mère enfin libérée. Alors nous nous assurons que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour que cela se produise. Léa s'est réveillée pendant qu'il examinait. Elle était confuse et souffrait m'appelant. Je lui ai tenu la main pendant qu'il travaillait, lui murmurant qu'elle était en sécurité maintenant, que je l'avais, que personne ne lui ferait plus jamais de mal. L'assistante sociale m'a tirée à part. Elle s'appelait Patricia, et elle avait des yeux bienveillants qui avaient manifestement trop vu. J'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui s'est passé. Alors, je l'ai fait. Chaque détail, chaque mot, chaque instant où j'ai été retenue pendant que mon père battait ma fille de 5 ans pour le crime de ne pas avoir cédé son cupcake. Nous appelons la police, a dit Patricia. C'est un cas grave de maltraitance infantile. Votre fille a une commotion cérébrale, de multiples contusions et des ecchymoses internes potentielles. Elle sera hospitalisée pour observation cette nuit. La police est arrivée 1 heure plus tard. 2 détectives, Adèle Lefebvre et Marc Dupuis. J'ai raconté l'histoire à nouveau. Ils ont pris des notes, des photos des blessures de Léa et ma déclaration. Ils ont demandé si quelqu'un d'autre avait été témoin. Toute ma famille a regardé et je dis d'une voix vide. Ma mère et ma sœur m'ont retenu. Mon beau-frère Marc Dubois a filmé une partie de la scène avec son téléphone. L'expression de la détective Lefebvre SCI.
Nous aurons besoin de son téléphone. Le détective Dupuis s'est penché en avant, sa voix douce mais insistante. Isabelle, j'ai besoin que vous me racontiez à nouveau le déroulement des événements. Chaque détail compte pour la poursuite. Commencez par votre arrivée à la maison. Alors, j'ai tout repassé en revue. Le cupcake, la crise de colère de Chloé, la défense immédiate de sa fille par Sophie sans poser de questions. L'escalade de mon père, passant des menaces verbales à la violence physique. La façon dont ma mère et ma sœur m'ont physiquement retenu, Marc Dubois se tenant là avec son téléphone comme un spectateur à un événement sportif. Vous avez dit que votre mère vous a giflé, a noté la détective Lefebvre. C'est une agression. Nous ajouterons également des accusations pour elle. Je me fiche de moi et je dis. Je me soucie de Léa. Je me soucie qu'il m'ait tenue et m'ait forcé à regarder pendant qu'il abattait jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Nous nous soucions de tout, cela m'a assuré le détective Dupuis. Chaque accusation que nous pouvons faire tenir est une garantie supplémentaire que cela ne se reproduira plus jamais. Votre beau-frère Marc Dubois a filmé cela. Il a dit quelque chose à propos de documenter que de la discipline était en cours. Je pense qu'il pensait que cela les protégerait d'une manière ou d'une autre. Prouve qu'il ne faisait que corriger un mauvais comportement. La détective Lefebvre et le détective Dupuis ont échangé un regard. Les gens pensent toujours qu'ils sont plus intelligents qu'ils ne le sont à marmonner Dupuis. La vidéo soit les disculpera, soit les condamnera. D'après ce que vous nous avez dit, je parie sur ce dernier. Ils se sont rendus chez mes parents ce soir-là. Mon père a été arrêté pour maltraitance aggravée sur mineur. Ma mère et Sophie ont été arrêtées pour m'avoir tenue et s'être rendues complices. Marc Dubois a remis son téléphone après que les détectives l'aient informé que la destruction de preuves était un crime. La vidéo était accablante, des images d'une clarté cristalline de mon père battant un enfant de maternelle, pendant que deux femmes retenaient la mère qui criait. Marc Dubois l'avait filmé spécifiquement pour montrer que de la discipline était en cours selon sa déclaration. Il pensait que cela les protégerait légalement. Au lieu de cela a scellé leur destin. La détective Lefebvre est revenue à l'hôpital le lendemain matin pour me faire le point. Elle s'est assise à côté du lit de Léa, son visage épuisé, mais avec une satisfaction sombre. Nous avons regardé la vidéo, a-t-elle dit doucement, attentive à Léa qui dormait à proximité. En entier, 47 secondes d'image qui me hanteront le reste de ma carrière. L'avocat de votre père essaie déjà de présenter cela comme une discipline raisonnable qui a accidentellement été trop loin, mais le procureur n'y croit pas. Nous demander le maximum de charges. Qu'est-ce que cela signifie? Ma voix était enrouée par les pleurs, la rage et l'épuisement. Maltraitance aggravée sur mineur, ayant entraîné des lésions corporelles graves. S'il est reconnu coupable, il risque de 5 à 15 ans. Votre mère et votre sœur sont accusées de complicité de maltraitance aggravée sur mineur, ainsi que d'agression et de séquestration pour vous avoir tenu. Markup de séquestration et potentiellement d'entrave à la justice, selon ce qu'il fait de cette vidéo. Il vous a déjà donné son téléphone. Il l'a fait, mais nous vérifions s'il a téléchargé la vidéo quelque part ou l'a envoyée à quelqu'un. S'il l'a partagée avec des membres de la famille ou a essayé de l'utiliser pour justifier ce qui s'est passé, cela pourrait ajouter des accusations supplémentaires. La détective Lefebvre a sorti son bloc-notes. J'ai également besoin de vous poser des questions difficiles sur l'histoire de votre famille. Votre père a-t-il déjà été violent auparavant? Des incidents de violence domestique? Des antécédents d'agression? J'ai pensé à toutes les années passées à grandir. Il nous faisait quand nous étions enfants, mais rien de comparable à ce qu'il a fait à Léa. Il était toujours en colère, toujours en train de crier. Il jetait des objets quand il était en colère, des assiettes, des outils, tout ce qui lui tombait sous la main. Il a fait un trou dans le mur une fois quand Sophie est rentrée après le couvre-feu. Il m'a attrapé le poignet si fort qu'il m'a laissé des échymaux quand j'avais 16 ans et que je lui ai répondu. Est-ce que quelqu'un a déjà signalé ces incidents? Non. Ma mère a toujours arrangé les choses. Elle disait qu'il avait d'un tempérament, mais qu'il ne le pensait pas, qu'il travaillait dur et méritait le respect. Rétrospectivement, elle l'encourageait, trouvait des excuses, le protégeait au lieu de nous protéger. La détective Lefebvre a écrit rapidement. Ce schéma de comportement renforce notre dossier. Cela montre que ce n'était pas un incident isolé. C'est ce qu'il est. Le procureur voudra vous interroger plus formellement sur cette histoire. Tout ce dont vous avez besoin, et je dis, je témoignerai, je ferai des dépositions, je me tiendrai devant un jury et je leur dirai tout si c'est ce qu'il faut. Cela pourrait en arriver là, a-t-elle prévenu. Les avocats de la défense peuvent être brutaux. Ils essaieront de vous dépeindre comme une fille vindicative. Affirmeront que vous exagérez à cause de conflits familiaux passés. Ils diront que Léa était hors de contrôle et avait besoin d'être corrigée. Pouvez-vous gérer cela? J'ai regardé ma fille. Petite et brisée dans le lit d'hôpital, des machines surveillant ses signes vitaux, des bandages couvrant ses blessures. Je peux tout gérer si cela signifie la protéger. Mais je n'en avais pas fini. Les arrestations n'étaient que le début. Pendant que Léa dormait dans son lit d'hôpital, j'ai passé des appels. J'ai appelé ma supérieure à l'hôpital où je travaillais, expliquant que j'avais besoin d'un congé familial immédiatement. J'ai appelé mon propriétaire, lui donnant un préavis de déménagement. J'ai appelé une avocate nommée Maître Duval, qui se spécialisait dans le droit de la famille et la défense des victimes. Avant d'appeler Maître Duval, j'avais passé 1 heure à rechercher des avocats sur mon téléphone en étant assise à côté du lit de Léa. J'ai lu des avis, vérifié les antécédents des affaires, cherché quelqu'un qui avait la réputation d'être absolument impitoyable lorsqu'il s'agissait de protéger les victimes. Le nom de Maître Duval n'arrêtait pas d'apparaître. Elle avait poursuivi avec succès tout un district scolaire pour avoir manqué à son devoir de protéger un élève contre les abus. Elle avait mis en faillite une garderie dont le personnel avait couvert des blessures. Elle ne se contentait pas de gagner des affaires. Elle détruisait les personnes qui faisaient du mal aux enfants.
Ses honoraires de consultation s'élevaient à 200. Une somme que je n'avais pas vraiment, mais j'aurais vidé toutes mes cartes de crédit si nécessaire. Maître Duval m'a rencontré à l'hôpital le lendemain matin. Elle a tout examiné, y compris la vidéo que Marc avait prise. Son visage est resté professionnellement neutre, mais j'ai vu ses mains trembler lorsque le 6e coup a été porté. Je prends votre affaire pro bono, a-t-elle dit, t'assurer qu'il paie pour cela de toutes les manières possibles. Maître Duval avait la cinquantaine avancée, des cheveux argentés tirés en un chignon strict et des yeux qui pouvaient probablement mettre mal à l'aise des juges expérimentés. Elle portait un tailleur bleu marine qui criait la compétence et portait une mallette en cuir qui semblait plus vieille que moi. Pro bono, et je répétais, certaine d'avoir mal entendu. Mais vos honoraires de consultation seuls sont supprimés. Ainsi que tout le reste, a-t-elle dit, posant sa mallette sur la petite table de la chambre d'hôpital de Léa, en sortant un bloc jaune et 3 stylos. J'ai un cabinet très prospère, Isabelle. Je prends des affaires comme la vôtre quand elles sont importantes et je ne facture pas pour elles parce que l'argent est la chose la moins importante dans des situations comme celle-ci. Ce qui compte, c'est la justice. Ce qui compte, c'est de s'assurer que votre fille est protégée et que les personnes qui lui ont fait du mal comprennent qu'elles ont choisi la mauvaise famille à victimiser. Les larmes me sont montées aux yeux. Depuis mon arrivée à l'hôpital, j'avais fait des calculs dans ma tête. Combien seraient les frais médicaux? Comment j'allais me permettre un avocat si j'aurais besoin de contracter des prêts ou de déposer le bilan? Le soulagement d'avoir quelqu'un de compétent à mes côtés gratuitement a failli me briser. Merci, et je murmurai. Ne me remerciez pas encore. Ce qui va suivre ne sera pas facile. Maître Duval a cliqué sur l'un de ses stylos. L'affaire pénale est en cours, ce qui est une bonne chose. Mais je vais déposer une plainte au civil qui les dépouillera de tout ce qu'ils possèdent. Vos parents, votre sœur et son mari, nous allons nous attaquer à leurs biens, leurs propriétés, leurs fonds de retraite, tout. Ils souhaiteront que les accusations criminelles soient la pire chose qui leur soit arrivée. Comment ça marche? Pouvons-nous poursuivre en justice pendant le procès pénal? Absolument. Les affaires pénales et civiles suivent des voies parallèles. L'affaire pénale détermine la culpabilité et la peine de prison. L'affaire civile détermine la responsabilité financière et l'indemnisation des dommages. Nous utiliserons la condamnation pénale pour renforcer notre affaire civile, mais nous n'avons pas à l'attendre. Maître Duval a commencé à écrire sur son bloc. Parlez-moi de leur situation financière. Vos parents sont-ils propriétaires de leur maison? Oui, elle est payée. Ils l'ont achetée il y a 30 ans. Elle vaut probablement environ 400 000 maintenant. Bien, c'est un actif que nous pouvons cibler. Votre sœur et son mari, ils ont une maison avec une hypothèque. Marc gagnait bien sa vie en tant qu'avocat d'affaires. Je ne connais pas leurs finances exactes, mais ils vivent confortablement. École privée pour les enfants, voiture neuve, adhésion à un club de campagne. Encore mieux, les gens qui ont des biens ont quelque chose à perdre. Maître Duval a écrit rapidement. Voici ce que je dépose cette semaine. Une ordonnance de restriction d'abord pour les tenir éloignés de vous et de Léa. Ensuite, une action civile pour agression, coups et blessures, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et surveillance négligente. Nous nommerons les 4 comme défendeurs. Surveillance négligente. Votre sœur et Marc ont permis à leurs enfants d'être présents lors d'une agression violente. Ils ont exposé leurs propres enfants à un traumatisme. C'est légalement actionnable. Maître Duval a levé les yeux de ses notes. Quel âge ont les enfants de Sophie? 8, 6 et 4. Chloé, Théo et Lucas. Assez âgés pour être traumatisés, assez jeunes pour avoir besoin de thérapie pendant des années, ce qui incidemment a été causé par votre famille. Je recommanderais que les services de protection de l'enfance enquêtent sur l'aptitude de Sophie à être parent. La pensée de Sophie, subissant le même examen, qu'elle avait toujours évité, m'a procuré une sombre satisfaction. Elle avait passé des années à se positionner comme la mère parfaite, le parent modèle. Maintenant, elle allait devoir répondre d'avoir applaudi la maltraitance infantile devant ses propres enfants. Au cours de la semaine suivante, pendant que Léa se rétablissait, Maître Duval a déposé une ordonnance de restriction contre mes parents, Sophie et Marc. Elle a déposé une plainte au civil pour agression, coups et blessures, détresse émotionnelle et infliction intentionnelle de préjudice émotionnel. Elle a contacté les services de protection de l'enfance avec des plaintes formelles concernant l'aptitude de Sophie à être parent, étant donné qu'elle avait applaudi la maltraitance infantile devant ses propres enfants. L'hospitalisation de Léa a duré 5 jours. Le scanner a montré un gonflement du cerveau, mais heureusement pas de saignement. Ses reins montraient des signes de contusion, mais fonctionnaient normalement. Les médecins l'ont gardée en observation, lui administrant des analgésiques et surveillant ses réponses neurologiques. Au 3e jour, elle était suffisamment alerte pour regarder des dessins animés et manger de la compote de pommes. Au 5e jour, elle demandait à rentrer à la maison. Je l'ai à peine quittée. L'hôpital m'a fourni une chaise pliante dans laquelle j'ai dormi, me réveillant chaque fois qu'une infirmière venait vérifier les signes vitaux ou administrer des médicaments. Ma supérieure au travail, une femme bienveillante nommée Hélène, a envoyé un colis de soins avec des collations, une couverture et un mot disant de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Des collègues ont fait don de leurs heures de congé payées afin que je ne perde pas de salaire. La communauté des infirmières prend soin des siens. Le 4e jour, mon téléphone a commencé à sonner avec des numéros inconnus. Je les ai ignorés jusqu'à ce que je reçoive un message vocal de quelqu'un se présentant comme ma tante Lise, la sœur de ma mère. Isabelle, ma chérie, c'est tante Lise. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé et je suis absolument horrifiée. Ta mère m'a appelée de prison pour me demander d'aider à la caution. Et quand elle m'a dit pourquoi elle était arrêtée, je lui ai raccroché au nez. Je veux que tu saches que je suis entièrement de ton côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'argent, d'un endroit où loger, de quelqu'un pour garder les appelle-moi. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. J'ai enregistré ce message.
Puis j'ai enregistré les 3 autres du même genre de parents qui avaient entendu parler des arrestations et qui choisissaient leur camp. Le frère de mon père, oncle Louis, a laissé un message disant que mon père avait toujours été un tyran et qu'il n'était pas surpris que cela ait dégénéré ainsi. Ma cousine Julie, du même âge que Sophie, a dit qu'elle témoignerait sur la façon dont mes parents avaient toujours préféré Sophie et m'avaient ignorée. La famille se fracture le long des failles et apparemment la violence de mon père était l'une de ces failles. L'ordonnance de restriction a été accordée immédiatement. Mes parents, Sophie et Marc, ont été interdits de s'approcher à moins de 50 mètres de moi ou de Léa. L'audience pour l'ordonnance de restriction a eu lieu sans ma présence. Maître Duval s'en est occupé avec le juge pendant que je restais à l'hôpital avec Léa, mais elle m'a appelé après avec le résultat. Le juge a jeté un coup d'œil aux dossiers médicaux et aux photos et a accordé une ordonnance de restriction de 5 ans, a rapporté Maître Duval. Il a dit, et je cite, « Quiconque bat un enfant de 5 ans jusqu'à l'évanouissement a renoncé à son droit au contact familial. L'avocat de votre père a essayé de faire valoir que c'était une réaction excessive et le juge l'a menacé d'outrage. 5 ans, c'était plus que ce que j'espérais. Elle peut être prolongée si nécessaire. » Les ordonnances de restriction pour les cas de maltraitance infantile le sont souvent. Mais voici la partie intéressante. Le cabinet d'avocats de Marc l'a licencié ce matin. Apparemment, avoir un avocat arrêté pour séquestration est mauvais pour leur image. Qui crut? La voix de Maître Duval trahissait le sarcasme. Ils l'ont déjà licencié. Le procès n'a même pas eu lieu. Les clauses de moralité et les contrats de travail sont de belles choses. Son cabinet a une clause concernant une conduite indigne d'un avocat. Être arrêté et accusé d'avoir aidé à faciliter la maltraitance infantile en fait partie. Il a été officiellement licencié, ce qui signifie que son revenu vient de tomber à zéro. J'ai ressenti une lueur de joie sauvage. Bien, cela s'améliore. Le club de campagne de Sophie a eu vent de la situation et a révoqué son adhésion. Apparemment, plusieurs membres ont menacé de partir si elle était autorisée à rester. On lui a également demandé de démissionner de l'association des parents d'élèves à l'école de ses enfants. Comment savez-vous tout cela? J'ai une assistante juridique qui est très douée pour recueillir des informations. De plus, votre sœur a commis l'erreur de publier un coup de gueule sur Facebook à propos d'être persécutée, et cela s'est passé à peu près comme on pouvait s'y attendre. Les gens ont commencé à partager des articles de presse sur les arrestations. Elle a reçu des menaces de mort. J'aurais dû me sentir mal à ce sujet. Peut-être que l'ancienne Isabelle l'aurait fait. Mais la nouvelle Isabelle, celle qui avait regardé sa fille se faire battre, ne pouvait pas éprouver de sympathie. Est-elle en danger? Je doute que les menaces soient sérieuses. Juste des guerriers du clavier. Mais elle a verrouillé ses médias sociaux. Ce qui me dit qu'elle commence à comprendre les conséquences de ses actions. Le procès pénal a avancé étonnamment vite, seulement 8 mois entre l'arrestation et le procès, ce qui était exceptionnellement rapide pour une affaire criminelle. La preuve vidéo et la nature évidente du crime ont tout accéléré. Mon père appelait des non-coupables, affirmant qu'il disciplinant simplement une enfant indisciplinée. Son avocat a essayé de plaider les droits parentaux et la discipline traditionnelle. L'accusation menée par la procureure adjointe Caroline Leclerc a déchiré cette défense. C'était une femme d'une 40aine d'années avec une détermination d'acier et une mission personnelle contre les agresseurs d'enfants. Son propre frère était mort des suites de maltraitance parentale quand elle était jeune. Selon les rumeurs du palais de justice, l'accusé n'est pas le parent de l'enfant, a souligné Maître Leclerc lors des arguments d'ouverture. Il est le grand-père. Il n'a aucune autorité légale pour discipliner cet enfant. Même s'il en avait 14 coups de ceinture en cuir entraînant une perte de conscience, une commotion cérébrale et des lésions corporelles graves ne constituent pas une discipline. C'est une agression. C'est des coups et blessures. C'est un crime. La vidéo a été diffusée au jury. Plusieurs membres ont visiblement réagi. Une femme a couvert sa bouche. Un homme au dernier rang a secoué la tête à plusieurs reprises. Lorsque les cris de Léa ont résonné dans les haut-parleurs de la salle d'audience, 2 jurés ont essuyé leurs yeux. J'ai témoigné le 3e jour. L'avocat de la défense, un homme nommé Maître Antoine Moreau, qui semblait regretter d'avoir pris cette affaire, a tenté de me dépeindre comme une fille trop dramatique et vindicative. « N'est-il pas vrai que vous avez eu une relation conflictuelle avec vos parents pendant des années ?» a-t-il demandé. « Oui, et je répondis honnêtement. Ils ont toujours favorisé ma sœur par rapport à moi et ont traité ma fille comme moins importante que ses cousins. Et n'est-il pas vrai que vous cherchiez une excuse pour les rayer de votre vie? Non. J'ai continué à amener ma fille, espérant qu'il la traiterait mieux, espérant qu'il l'aimerait comme des grands-parents devraient l'aimer. Ma voix s'est brisée. Je leur ai donné chance après chance d'être gentil avec elle. Ils ont choisi la cruauté. Mais vous admettez qu'il y avait une animosité existante. J'admets que j'ai été blessée par leur favoritisme. Je n'admets pas avoir inventé ce qui s'est passé. La vidéo n'aime pas. Maître Moreau, vous l'avez vu. Tout le monde ici l'a vu. Mon père a battu ma fille de 5 ans jusqu'à l'évanouissement pendant que ma mère et ma sœur me retenaient. Cela s'est passé. Aucune suggestion que je suis dramatique ne change ce fait. Maître Leclerc a sourd quand je suis descendu de la barre. Le jury a délibéré pendant 90x minutes. Coupable de tous les chefs d'accusation. Lorsque le verdict a été lu, le visage de mon père est devenu gris. Ma mère, assise dans la galerie, a commencé à sangloter. Sophie est restée impassible à ses côtés, calculant probablement les résultats de son propre procès. La sentence est tombée 2 semaines plus tard. Mon père a été condamné à 4 ans de prison d'État. Ma mère et Sophie ont reçu 18 mois chacune pour leur rôle. Marc a écopé de 6 mois pour séquestration et d'une lourde amende. Maître Leclerc avait réclamé le maximum pour chaque accusation. Mon père a obtenu 4 ans parce que le juge a tenu compte de son âge et de son absence de casier judiciaire.
bien qu'il ait précisé que si cela ne tenait qu'à lui, la peine aurait été plus longue. Monsieur Martin, a dit le juge Fournier, regardant mon père par-dessus ses lunettes. Je suis sur ce banc depuis 23 ans. J'ai vu beaucoup de cas de maltraitance infantile. Ce qui distingue le vôtre de beaucoup d'autres, c'est la violence pure de votre attaque et votre absence totale de remords. Vous n'avez montré aucune responsabilité, aucune compréhension du mal que vous avez causé. Vous avez blâmé une enfant de 5 ans pour vos propres actions. Cela me dit que vous êtes exactement le genre de personne qui a sa place en prison. Mon père a essayé de parler, mais le juge Fournier a levé la main. Je n'ai pas fini. Votre fille a essayé de protéger son enfant de vous, et vous avez quand même blessé cet enfant. Vous avez causé une lésion cérébrale traumatique. Vous avez laissé des cicatrices qui dureront toute une vie. Et quand vous avez eu fini, vous vous êtes senti fier de vous. La vidéo vous montre souriant d'un air suffisant, souriant de ce que vous avez fait à une enfant de maternelle inconsciente. La voix du juge s'est élevée. 4 ans de prison d'État, suivi de 10 ans de probation avec gestion de la colère obligatoire et cours de parentalité, bien que je doute que l'on vous fasse à nouveau confiance près d'un enfant. Ma mère et Sophie ont été condamnées ensemble. Le juge Fournier a été tout aussi dur avec elle. Vous deux avez affirmé que vous essayiez d'empêcher la situation de dégénérer, a-t-il dit. Mais les preuves montrent que vous étiez des participantes actives. Madame Martin, vous avez giflé votre propre fille pendant qu'elle vous suppliait d'empêcher son père de battre son enfant. Mademoiselle Sophie Martin-Dubois, vous avez applaudi l'agression. Vous l'avez louée. Ce genre de cruauté envers votre propre nièce est stupéfiant. L'avocat de Sophie a essayé de plaider pour la clémence en raison de ces jeunes enfants qui avaient besoin d'elle. Le juge Fournier est resté impassible. Vos enfants vous ont vu faciliter et louer la maltraitance infantile. C'est précisément la raison pour laquelle les services de protection de l'enfance sont impliqués dans votre dossier. Peut-être que 18 mois de prison vous donneront le temps de réfléchir à l'exemple que vous leur avez donné. La condamnation de Marc a été presque anticlimax. 6 mois pour séquestration, plus une amende salée de 50 000 qui l'a fait pâlir. Son avocat commis d'office avait essayé de faire valoir qu'il n'était qu'un spectateur qui avait pris la mauvaise décision de filmer plutôt que d'intervenir. Il était un spectateur qui a choisi la documentation plutôt que la décence, a répliqué le juge Fournier. En tant qu'avocat, il aurait dû mieux savoir. En tant qu'être humain, il aurait dû mieux savoir. 6 mois. Mais le temps de prison ne me suffisait pas. Je voulais qu'il ressente le genre de perte que j'avais ressenti en regardant ma fille battue jusqu'à l'évanouissement. Maître Duval était un génie de la guerre financière. Elle a tout poursuivi. Le procès a commencé 6 mois après les condamnations pénales. À ce moment-là, mes parents avaient déjà dépensé toutes leurs économies en frais d'avocat. Ils avaient contracté une deuxième hypothèque sur leur maison, celle qui était payée depuis des années pour payer l'avocat de la défense de mon père. Sophie et Marc Dubois avaient vidéo vendu la voiture de luxe de Marc et étaient en retard sur leurs paiements hypothécaires. Maître Duval sentait le sang dans l'eau. Voici ce que nous demandons, a-t-elle expliqué lors d'une réunion de stratégie. Les frais médicaux pour les passés, présents et futurs. Cela inclut son hospitalisation, sa thérapie continue, tous les spécialistes dont elle pourrait avoir besoin. Nous estimons à 200 000 les frais médicaux au cours des 15 prochaines années. 200 000. Ma bouche est devenue sèche. Estimation conservatrice. La thérapie traumatique n'est pas bon marché et Léa en aura besoin jusqu'à son adolescence, voire plus longtemps. Ensuite, nous demandons des dommages et intérêts pour la douleur et la souffrance. Les vôtres et celles de Léa. Le manque à gagner pour vous, passé et futur, puisque cela a affecté votre avancement professionnel. Des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle et des dommages-intérêts punitifs pour les punir de leurs actions. Combien au total? Je demande 3 millions d'euros. Je m'attends à obtenir entre 800 000 et 1,2 million d'euros selon le jury. 3 millions d'euros. Le chiffre était stupéfiant. Ils n'ont pas 3 millions d'euros. Ils ont des biens que nous pouvons saisir. La maison de vos parents, leur compte de retraite, toutes leurs économies ou investissements. La maison de Sophie et Marc Dubois, leur voiture, le plan d'épargne retraite de Marc, l'héritage de Sophie de votre grand-mère. Nous obtiendrons ce que nous pourrons. Et s'ils ne peuvent pas payer en totalité, nous garnirons leur salaire pour le reste de leur vie. Le procès a été plus rapide que le pénal. Les verdicts de culpabilité de l'affaire pénale ont fait la majeure partie de notre travail. Nous n'avions qu'à prouver les dommages et c'était facile avec les factures médicales, les factures de thérapie et les témoignages d'experts. Le docteur Martin, le thérapeute de Léa, a témoigné de son traumatisme continu. Léa fait des cauchemars 3 à 4 fois par semaine. Elle a de l'anxiété autour des hommes plus âgés, en particulier ceux qui ressemblent à son grand-père. Elle doit manquer l'école occasionnellement, en raison de crises de panique. Son traumatisme nécessitera des années de thérapie constante pour être traité. La docteure Leroy a témoigné des blessures de Léa et de leurs implications à long terme. La commotion cérébrale qu'elle a subie peut avoir des effets durables sur le développement cognitif. Nous ne connaîtrons pas l'étendue totale avant des années. Les cicatrices physiques sur son dos et ses épaules sont permanentes. J'ai témoigné de la pression financière, du fardeau émotionnel, de la façon dont les tressaillaient lorsque des étrangers élevaient la voix. Maître Duval m'a guidé à travers chaque détail, peignant un tableau de destruction complète causé par un après-midi de violence. La défense a tenté de faire valoir que nous demandions trop d'argent, que ma famille n'avait pas ce genre de richesse, que nous essayions de les détruire financièrement par vengeance. Ils se sont détruits eux-mêmes, a rétorqué Maître Duval dans sa plaido finale. Ma cliente demande simplement une compensation pour le mal qu'ils ont causé. Ils ont choisi de battre un enfant. Ils ont choisi de faciliter et d'applaudir ce passage à tabac. Ils ont choisi de privilégier leurs propres égos, plutôt que la sécurité d'une petite fille.
Maintenant, ils doivent payer pour ces choix. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Le jury nous a accordé 850 000. Pas les 3 millions entiers, mais plus qu'assez pour les ruiner. Mes parents ont dû vendre leur maison pour payer les frais de justice et le jugement civil initial. Cette maison dans laquelle ils nous avaient élevés, mais qui était remplie de photos de la famille parfaite de Sophie, a été vendue à un jeune couple de Bordeaux. Mes parents ont éménagé dans un appartement exigu, dans un quartier peu recommandable. J'ai appris par tante Lee que ma mère a pleuré pendant des jours quand ils ont fait leur bagage pour partir, qu'elle n'arrêtait pas de dire à quel point c'était injuste, qu'ils allaient tout perdre pour une petite erreur. Tante Lise lui a dit que battre un enfant jusqu'à l'inconscience n'était pas une erreur, c'était un choix. Ma mère a cessé de l'appeler après cela. La maison s'est vendue 425 000. Après avoir remboursé la deuxième hypothèque qu'ils avaient contractée pour les frais de justice, les frais de tribunal et l'agent immobilier, environ 0,0 ont été versés au jugement. Le reste du paiement de mes parents provenait de la liquidation du plan d'épargne retraite de mon père qui détenait environ 320 000 et du compte d'épargne retraite de ma mère qui avait environ 95 000. Entre la maison et les comptes de retraite, mes parents ont couvert environ 595 000 du jugement. Sophie et Marc Dubois étaient responsables des 255 000 restants. Leur maison a été saisie, mais avant que la banque ne la prenne, ils ont réussi une vente rapide qui leur a rapporté environ 43 000 après que leur prêt hypothécaire a été remboursé. Le plan d'épargne retraite de Marc contenait 87 000. L'héritage de Sophie de ma grand-mère, qu'elle gardait dans un compte d'investissement séparé 64 000. Leurs voitures, bijoux et autres biens ont été liquidés pour 31 000 supplémentaires. Ils ont réussi à réunir environ 225 000 leur laissant, encore 30 000 à devoir qui seraient saisis sur leur futur salaire. Leur retraite envolée, leur sécurité envolée, leur vie soigneusement construite démolie. Vie de Sophie, a implosé de manière spectaculaire. Le cabinet d'avocats de Marc l'a licencié dès que la condamnation a été inscrite à son casier judiciaire. Aucune entreprise légale ne veut d'un avocat ayant un casier judiciaire pour séquestration. Il n'a trouvé de travail nulle part dans le domaine juridique. Ils ont dû retirer leurs enfants de l'école privée. La belle maison a été saisie. La saisie a été rapide. Sans le revenu de Marc et avec des factures légales qui s'accumulaient, ils ont manqué 3 paiements hypothécaires consécutifs. La banque a entamé des procédures. Ils ont essayé de vendre avant que la saisie ne puisse nuire à leur crédit, mais les maisons prennent du temps à vendre et ils n'avaient plus de temps. J'ai appris les détails du jeune frère de Marc, Lucas, qui m'a contacté pour s'excuser au nom de sa famille. Lucas avait toujours été décent. Il avait même pris la parole lors d'une réunion de famille une fois, lorsque mon père était particulièrement dur avec Léa, ce qui lui avait valu une leçon sur le fait de se mêler de ses affaires. Ils emménagent chez les parents de Marc, Mad Lucas, autour d'un café. Sa mère et son père ont un appartement de 3 chambres en Floride. Marc, Sophie et 3 enfants dans une chambre d'amis. Ça va être l'enfer. Ils ont fait leur choix, dit sans aucune sympathie. Je sais. Je voulais juste que tu saches que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as tort. Ce qu'ils ont fait à Léa était monstrueux. Marc aurait dû l'arrêter. Au lieu de ça, il a filmé comme une sorte de sociopathe. Lucas a témoigné au procès civil. Il a même parlé de la tendance de Marc à privilégier ses propres intérêts par rapport à l'éthique, de l'historique de Sophie à encourager les mauvais comportements pour maintenir sa position d'enfant favorisé. Son témoignage a aidé à établir le schéma de négligence et de cruauté qui définissait ma famille. Mieux encore, les services de protection de l'enfant sont enquêtés minutieusement sur Sophie. Voir ses enfants assister à la facilitation de la maltraitance infantile tout en l'applaudissant a tendance à lever des drapeaux rouges. Ces enfants ont été placés temporairement chez les parents de Marc pendant qu'elle suivait des cours de parentalité obligatoires et une évaluation psychologique. Les regards qu'elle recevait en ville, les murmures, l'ostracisme de ses amis du club de campagne. J'ai tout appris par des connaissances communes. La plainte civile a été un chef-d'œuvre. Maître Duval s'est attaqué au compte de retraite de mes parents, aux biens restants de Sophie et Marc Dubois à tout. Le jugement s'élevait à 850 000 couvrant les frais médicaux de Léa, les coûts de thérapie, mes pertes de salaire, la douleur et la souffrance et les dommages d'intérêt punitifs. Ils n'ont pas pu payer immédiatement, mais nous avions des mécanismes légaux pour recouvrer. La faillite planète. Ma mère a dû retourner travailler en prenant un emploi de caissière dans un magasin d'un. Mon père quitterait la prison et rentrerait chez lui sans rien. Le mariage de Sophie et Marc Dubois s'est effondré sous la pression financière. Ils ont demandé le divorce 8 mois après le procès. J'ai pris là et j'ai déménagé à 3 heures de là dans une ville plus petite, où on m'avait offert un poste dans un meilleur hôpital avec d'excellents avantages. Nous avons recommencé à zéro. Nouvel appartement, nouvelles écoles, nouvelle vie. Léa a commencé une thérapie avec une merveilleuse psychologue pour enfants nommée Dr Martin, qui se spécialisait dans la récupération après un traumatisme. Lentement, avec précaution, Léa a guéri. Les cauchemars sont devenus moins fréquents. Elle a recommencé à sourire, à jouer. Elle s'est fait des amis à sa nouvelle école, qui ne savaient rien de ce qui s'était passé. Elle a rejoint une équipe de football. Elle a ri quand je l'ai chatouillée. Elle était toujours Maléa, juste avec quelques cicatrices qui ne s'estomperont peut-être jamais complètement. Un après-midi, environ 18 mois après que tout se soit produit, ma mère a appelé d'un numéro inconnu. J'avais bloqué tous leurs contacts, mais elle était devenue créative. Isabelle, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Sa voix semblait vieillie, usée. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à discuter. Ton père sortira dans 2 ans. Nous n'avons plus rien. Le mariage de Sophie est terminé. Ses enfants lui parlent la peine. Ne pouvons-nous pas trouver un moyen de passer à autre chose? Je n'ai rien ressenti en répondant. Tu m'as retenu pendant que ton mari battait ma fille jusqu'à l'inconscience. Tu m'as dit de la prendre et de partir. Tu as choisi Sophie plutôt que la sécurité de ta petite fille.
Il n'y a pas de moyen de passer à autre chose. Elle va bien maintenant, n'est-ce pas? Les enfants sont résilients. Nous avons tout perdu. Isabelle, tout. N'as-tu aucune compassion? Léa a des cicatrices sur le dos qui ne disparaîtront jamais. Elle fait des cauchemars où elle m'appelle et je ne peux pas l'atteindre parce que toi et Sophie me retenaient. Elle tressaille quand des étrangers élèvent la voix. Mais oui, elle est vivante et guérie, ce qui est plus que ce que tu mérites. Nous sommes ta famille. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez décidé que blesser une enfant de 5 ans était acceptable. J'ai fait une pause m'assurant qu'elle entendait chaque mot clairement. Léa est ma famille. Vous n'êtes que des personnes qui partagent mon ADN. Oublie mon numéro. J'ai raccroché et bloqué le nouveau numéro. Ma mère a essayé de me contacter par l'intermédiaire d'autres parents. J'ai aussi mis fin à cela. Quiconque suggérait que je devais pardonner ou oublier était retiré de ma vie sans hésitation. J'ai construit un nouveau cercle d'amis. Des gens qui comprenaient que protéger son enfant n'était pas négociable. Sophie a tenté d'envoyer une lettre par l'intermédiaire du cabinet de Maître Du. Maître Duval me l'a transmise avec une note disant que je n'avais pas à la lire. Je l'ai fait quand même. C'était 6 pages d'apitoiement sur soi, meublant d'avoir ruiné sa vie, insistant sur le fait que ce qui s'était passé n'était pas si grave et que j'avais réagi de manière excessive. Je l'ai déchiré sans répondre. Le moment le plus satisfaisant est arrivé environ 2 ans après l'incident. J'étais dans un café près de mon nouveau travail quand j'ai rencontré une vieille amie de la famille nommée Martine. Elle était à ce barbecue, mais était partie tôt pour un autre engagement. Elle avait entendu tout ce qui s'était passé après. Isabelle, mon Dieu, a-t-elle dit, me serrant dans ses bras. Comment va Léa? Elle va bien, vraiment bien. En fait, elle s'épanouit. Martine sourit avec une chaleur sincère. Je suis si contente. J'ai témoigné. Tu sais, au procès, je leur ai raconté comment tes parents avaient toujours favorisé Sophie, comment j'avais vu ton père être brusque avec Léa auparavant lors d'autres rassemblements. Tu l'as fait? Bien sûr. Ce qu'ils ont fait était monstrueux. Elle m'a serré la main. Je veux aussi que tu saches que personne de notre ancien cercle ne parle plus à ta famille. Ta mère a essayé de rejoindre notre club de lecture le mois dernier et 3 personnes sont parties. Elle n'est la bienvenue nulle par ni Sophie. Cette information s'est installée dans ma poitrine comme du miel chaud. Je n'avais pas demandé ce genre de justice sociale, mais savoir que leur communauté les avait rejetés me semblait juste. Merci d'avoir témoigné, et je dis. Cela a aidé. J'ai juste dit la vérité. C'est tout ce que toute personne décente ferait. Aujourd'hui, Léa et moi avons une belle vie. Elle est en 2e année maintenant, joue au football et apprend le piano. Elle a des amis qui viennent passer la nuit et pour des fêtes d'anniversaire. Elle voit toujours le docteur Martin une fois par mois juste pour faire le point et traiter les choses au fur et à mesure qu'elle grandit et comprend mieux ce qui s'est passé. Parfois, elle pose des questions sur ses grands-parents. Je garde mes réponses adaptées à son âge et honnêtes. Ils ont fait de très mauvais choix qui t'ont blessé, alors nous ne les voyons plus. Notre travail est de te garder en sécurité. Est-ce que je leur manque? A-t-elle demandé une fois. Je pense que probablement oui, et je dis avec précaution. Mais manquer à quelqu'un ne répare pas ce qu'ils ont mal fait. Elle y a réfléchi, puis a hoché la tête et est retournée à son livre de coloriage. J'ai encore des jours difficiles, des jours où je rejoue ces moments dans le jardin, où je sens les mains de ma mère retenir mes bras, où j'entends les cris de Léa. Ces jours-là, je me rappelle ce qui est venu après. La justice, la protection, la nouvelle vie que j'ai construite pour nous. Les gens me demandent parfois si je regrette à quel point j'ai poursuivi ma famille. La réponse est simple. Pas une seule seconde. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient quand cela comptait le plus. Ils ont choisi la cruauté plutôt que la compassion, l'image plutôt que l'intégrité, la commodité plutôt que la conscience. Ils ont blessé mon enfant et s'attendaient à ce que je l'accepte. Au lieu de cela, je me suis assurée qu'ils comprenaient que les actions ont des conséquences réelles, durables, dévastatrices. Mon père est assis dans une cellule de prison, dépouillé de sa liberté et de sa dignité. Ma mère travaille pour un salaire minimum à 60 ans, joignant à peine les 2 bouts. La vie parfaite de Sophie s'est brisée en morceaux qu'elle ne réassemblera jamais complètement. La carrière de Marc est terminée. Tous portent le poids de leur choix chaque jour. Pendant ce temps, Léa et moi construisons quelque chose de beau à partir des cendres de ce jour terrible. Nous avons la paix, nous avons la sécurité. Nous nous avons l'une l'autre et honnêtement, c'est la meilleure des vengeances.